Bon, Bismillah, bonsoir tout le monde. Salam Je suis alaikum. très content. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Voilà, donc juste avant de commencer notre conférence avec notre ami M. Mathurin, d'abord on va rendre hommage à deux de nos amis qui sont décédés hier. Rabbi Rahmoum, Ammar Khidassi et Bonsoir. Amir Omar. Oui. Dans ce cas, Rabbi Rahmoum, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, c'est des entraîneurs de PTT, c'est des gens qui ont donné au basket, c'est des gens qui travaillent au basket. Voilà, donc mes amis, aujourd'hui, nous avons un pilier du basket africain, un pilier du sifflet africain, c'est en l'occurrence M. Mathurin Nguesson, notre ami ivoirien. Tellement qu'il a beaucoup d'expérience, je ne sais pas avec quoi commencer. Alors, pratiquement, il a son actif aussi pas moins de 100 matchs, 100 rencontres de haut niveau. Okay. Il a aussi des finales de Coupe d'Afrique, parmi laquelle la dernière finale qu'il a arbitrée en 2005, la grande finale de 2015 en Tunisie. Donc voilà, M. Mathurin, vous êtes la bienvenue. Donc, en mon nom personnel et au nom de tous les arbitres, la Fédération générale de basketball, et au nom de la Fédération, je vous souhaite la bienvenue et content que vous soyez avec nous pour partager avec nous cette conférence d'aujourd'hui, dont le thème est le game control, le contrôle du jeu. Donc, j'espère que nos jeunes arbitres ils vont faire très attention. M. Mathurin va nous donner une explication large sur ce thème. Soyez concentrés et à la fin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il est là, il est avec nous, M. Mathurin. Donc, on profite de ses connaissances, de sa conférence aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, M. Mathurin, à vous la parole et la bienvenue aussi à tous nos amis africains du Mali, du Sénégal qui sont aussi avec nous. Merci. À vous, M. Mathurin. Merci beaucoup, cher ami Kamal Amoutene, de me faire l'honneur de m'associer à la formation des arbitres en Algérie et ailleurs dans le monde. Ça a été un grand honneur quand vous m'avez sollicité. Nous sommes ensemble au niveau du continent africain. Nous avons le devoir de partager nos expériences et d'essayer autant que possible de dire quelques éléments, quelques informations, donner quelques informations sur le contrôle du jeu. Parce que c'est un thème très important. C'est la base même de la gestion d'une rencontre. La responsabilité qu'on confie à un arbitre quand il est nommé, c'est de pouvoir contrôler le jeu. Et quelles sont les prédispositions qu'un arbitre doit avoir pour contrôler les jeux? C'est de cela que nous allons évoquer aujourd'hui. Il y a des prédispositions, des qualités à avoir, des qualités naturelles à avoir. Et puis, il y a ce qu'on doit pouvoir faire pendant le match pour pouvoir contrôler le jeu. Parce que le contrôle du jeu, ça ne s'improvise pas. On ne contrôle pas le jeu parce qu'on a été nommé arbitre et on arrive, on va contrôler. Non, il y a des qualités. Donc, quelles sont les qualités que l'arbitre doit devoir entretenir pour pouvoir contrôler le jeu? Parce que l'exécution, le déroulement du jeu ne se fera que grâce aux compétences de l'arbitre. Si l'arbitre n'est pas compétent, s'il n'est pas capable de développer des performances à un certain niveau, il ne pourra pas contrôler le jeu. Alors, nous allons, dans un premier temps, chercher à définir d'abord ce que c'est que le contrôle du jeu, les qualités de l'arbitre pour pouvoir contrôler le jeu, et puis notamment, qu'est-ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir également contrôler le jeu. Alors, chers amis, on va continuer. On va donc commencer avec donc le thème, le contrôle du jeu. On a donc dit, je vais vous présenter ici deux images qui vont symboliser, disons, la finalité d'un match. Vous avez ici deux situations de fin de match. Voici la première situation. Et puis, vous avez une deuxième situation. Voilà la situation, une deuxième situation de fin de match. Vous voyez les deux images? Alors, il est naturel que quand le jeu est bien contrôlé,
quand le jeu est bien contrôlé, on se retrouve à la fin du match avec l'image numéro 1. Mais quand le jeu n'est pas bien contrôlé, on se retrouve à la fin dans la situation de l'image numéro 2, avec des arbitres qui ont des difficultés à sortir du terrain. Alors, ce qu'on veut, c'est de pouvoir contrôler le jeu pour qu'on puisse nous retrouver à la fin de la rencontre dans la situation de l'image numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que contrôler le jeu? Contrôler le jeu, c'est d'abord avoir une bonne application des règles du jeu. Savoir appliquer les règles du jeu. Si vous ne savez pas appliquer les règles du jeu, vous ne pouvez pas contrôler le jeu, ce n'est pas possible. Il faut également faire en sorte que le jeu se déroule dans un esprit de sportivité. Le jeu doit pouvoir se dérouler dans un esprit de sportivité. Du début jusqu'à la fin. En ce moment-là, vous contrôlez le jeu. Alors, il faut donc pour cela une bonne collaboration des acteurs, une participation des acteurs, de tous les acteurs, les joueurs, les entraîneurs, tous les acteurs, les deux équipes doivent participer, doivent collaborer pour que le jeu, la rencontre puisse arriver à son terme dans un esprit de sportivité avec la bonne application des règles du jeu. Si ce n'est pas le cas, le jeu ne sera pas, l'arbitre ne pourra pas contrôler le jeu, ça va tirer dans tous les sens. Alors on va aller avec chacun qui décide de ce que c'est un marché, de ce que c'est une faute antisportive, etc., etc. À ce moment, le jeu n'est pas maîtrisé. Alors, quelles sont les qualités à avoir? Les prédispositions. Il faut être un leader. L'arbitre doit être naturellement un leader. Un leader qui est capable de prendre le match, pas à son propre compte, mais qui est capable de tirer les autres, ses collègues, ses camarades, à pouvoir gérer convenablement la rencontre. Il doit avoir les qualités de leader. Quelqu'un qui est capable d'énergiser, c'est-à-dire qui a de l'énergie lui-même, suffisamment d'énergie, mais capable d'énergiser ses collègues quand ils vont avoir des moments de faiblesse. Voilà, donc il est devant, il tire le groupe vers l'avant, il les encourage, il les stimule. Donc un bon leader. Et chaque arbitre sur le terrain doit à un moment donné avoir cette qualité de leader, surtout le premier arbitre, pour pouvoir aider les autres à surmonter les difficultés de la rencontre. Il doit être aussi un bon manager. Oui, l'arbitre doit être un bon manager, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gérer la rencontre, de faire en sorte que tous ceux qui participent à cette rencontre-là se mettent dans une bonne disposition d'esprit pour collaborer. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que tout le monde collabore pour que la rencontre arrive à son terme. Donc, il doit confier des responsabilités, c'est-à-dire il doit mettre chacun devant sa responsabilité. L'entraîneur devant sa responsabilité, ses collègues même, il faut leur faire confiance. Et donc, tout cela, mis l'un dans l'autre, l'arbitre doit être un bon manager qui doit faire en sorte que chacun, devant sa responsabilité, participe dans un esprit de fair play, dans un esprit de sportivité au bon déroulement de la rencontre. Et ça, c'est très important. Tous ensemble pour aller vers la fin de la rencontre. Si on n'est pas ensemble, s'il y a un seul élément de la rencontre qui ne joue pas franc jeu, naturellement, il va tirer le match vers le désordre. Et cet élément-là, celui qui ne joue pas franc jeu, que ce soit un joueur, un entraîneur qui ne joue pas franc jeu, qui n'a pas un bon esprit, il doit être identifié tout de suite et puis neutralisé. Sinon, lui, il va tout faire pour conduire la rencontre vers le désordre. Et c'est cela que la qualité de l'arbitre, c'est de pouvoir identifier tous les acteurs, joueurs, entraîneurs, spectateurs, qui veulent qui sont susceptibles
d'entraîner le match vers un désordre. Et cet élément-là ou ces éléments-là doivent être tout de suite neutralisés. Donc, la qualité des leaders, la qualité de manager de l'arbitre vont l'aider à pouvoir mettre tout le monde ensemble devant ses responsabilités pour que la rencontre se déroule dans un esprit de sportivité. Alors, il faut que l'arbitre ait de la personnalité. Il devait avoir de la personnalité. OK? L'arbitre doit avoir de la personnalité. Mais sa personnalité, là, sa personnalité, ça ne se décrète pas. Sa personnalité, c'est par rapport à un certain nombre d'éléments. Sa personnalité, c'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est décisif. C'est parce qu'il est approchable. Il a un bon feeling, une bonne technique de communication. C'est ça qui va forger la personnalité de l'arbitre. Si l'arbitre n'a pas de personnalité, il ne pourra pas conduire la rencontre jusqu'à son terme parce qu'il ne peut pas s'imposer. Donc, il faut qu'il ait de la personnalité. Il faut que l'arbitre, donc, je disais tout à l'heure, l'arbitre doit être fort. Mais quand il est fort, là, c'est quoi? Fort, c'est-à-dire qu'il doit être fort physiquement. Il doit avoir je vous ai dit tout à l'heure, prédispositions physiques. Si l'arbitre ne s'entraîne pas, s'il n'a pas un programme planifié d'entraînement physique, s'il attend les désignations pour aller courir sur le terrain, naturellement, il ne sera pas fort physiquement. Il ne sera pas à même de prendre ou bien d'aller au rythme de la rencontre. Donc, il est bon que l'arbitre ait un programme d'entraînement. Fitness, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans le quartier, il court, il peut fréquenter les salles, mais il doit se préparer physiquement parce que la condition physique est très importante pour un arbitre qui est aussi un athlète. C'est la même chose. Il doit être fort dans la tête. L'arbitre doit être fort dans la tête. Il doit avoir un mental d'acier capable de surmonter certaines difficultés. Alors, nous allons voir un peu quelques éléments de la force physique, mais aussi de la force mentale de l'arbitre. Alors, la force physique, c'est quoi? C'est d'abord, comme je vous ai dit, c'est d'avoir un entraînement régulier. Il doit courir tout le temps, dans le quartier, dans les salles, la musculation. Il doit se préparer physiquement. Hein? Donc, cette force physique-là, c'est à partir d'une activité physique régulière. C'est à partir d'une vraie vie, une vie saine. Pas de mauvaise fréquentation. L'arbitre doit avoir une vie de sportif. Il ne doit pas fréquenter des milieux qui sont capables de réjaillir sur sa condition physique. Il doit avoir un bon temps de récupération. Tu as mené une activité physique et puis tu ne récupères pas. Naturellement, tu te détruis. Donc, il faut une vraie vie de sportif. Quand j'ai mené une activité physique, quand je me repose, il faut que je me repose suffisamment pour pouvoir bien récupérer, bien manger, etc. Donc, la préparation physique est un élément très important. Vous avez également, tout à l'heure, je l'ai dit, il faut avoir un mental d'acier. C'est-à-dire un aspect psychologique qui va être capable, qui va permettre à l'arbitre de surmonter certaines difficultés pendant la rencontre. Donc, la force mentale. Cette force mentale-là, c'est la maîtrise de soi. Il faut que l'arbitre soit capable de se maîtriser. Il a cette force mentale qui va lui permettre de pouvoir se maîtriser pendant la rencontre. C'est-à-dire, alors, pour avoir cette maîtrise de soi, il faut s'entraîner. Pour être physiquement au point, il faut s'entraîner. Mais la force mentale, là aussi, on s'entraîne. On s'entraîne pour avoir cette force mentale. Ça ne vient pas comme ça tout d'un coup. Non, on s'entraîne, il faut s'entraîner. Alors, il faut pouvoir développer un certain nombre d'éléments qu'on appelle par exemple la concentration. Se concentrer pendant le match. Mais la concentration, là, c'est également une technique qu'on entretient. Il y a ce qu'on appelle le self-talking, c'est-à-dire se parler soi-même. Ça aussi, c'est dans la tête. Il y a également l'imagerie, c'est-à-dire
des choses qu'on a vues et qu'on veut bien copier. Alors, nous allons prendre chaque élément et voir un peu ce que c'est. Ce que c'est que le mental training, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Le mental training qui doit aboutir vers la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi qui commence par une bonne concentration. Cette bonne concentration-là donc on reste fixé sur l'objectif. On n'est pas distrait. Donc, ça consiste à quoi? C'est ce qu'on appelle la compétence psychologique, qui consiste à pouvoir être capable de filtrer toutes les informations qui arrivent. Pendant le match, il y a beaucoup d'informations qui me viennent dans la tête. Il y a souvent des informations qui n'ont rien à voir avec le match et ça me distrait. Je dois être capable de rejeter toutes les mauvaises informations là, toutes ces mauvaises idées là qui viennent dans ma tête et puis ne conserver que ce qui me permet de maintenir ma performance sur le jeu. Pour ne pas être distrait. Non, rester concentré, rester sur son sujet, évacuer, rejeter tout ce qui vient et qui n'a rien à voir avec le match. C'est ça la concentration. Et puis, le mental training, toujours, dans le cadre de la maîtrise de soi, il y a le self-talking. Et ça, c'est très important. Se parler soi-même. Si ne vous parlez pas sur le terrain, vous risquez de vous perdre. Donc, il faut être capable de se parler. Il faut te dire que où est-ce que je suis sur le terrain? Où sont mes collègues sur le terrain? À tout moment de la rencontre, qui a le ballon? Si le ballon sort, ça sera pour quelle équipe? Dans quelle direction? Si l'équipe en blanc fait sortir le ballon, ça va être dans quelle direction? Et à chaque fois, à tout moment, je me parle sur le terrain. Je me parle sur le terrain pour voir si j'ai une bonne position. Je me parle sur le terrain pour voir la position. Est-ce que mes collègues sont bien positionnés? Les coachs sont-ils bien assis? Je me parle. Mais je me parle pour ne pas perdre aussi la rencontre. C'est-à-dire, je ne me parle pas pour rêver. Je parle pour rester. C'est ce dialogue interne que j'entretiens pour garder l'objectif, pour garder l'esprit, mon esprit sur la rencontre. Ça, c'est très important. Pour ne pas sortir de la rencontre, pour être en permanence dans la rencontre, il faut se parler. Ce dialogue, si vous ne faites pas ce dialogue interne, à un moment donné, vous allez perdre le fil de la rencontre. C'est-à-dire, le ballon va sortir pour l'équipe A. Au lieu d'indiquer direction à droite, vous allez indiquer direction à gauche. Parce que vous avez perdu le fil de la rencontre. Ne vous êtes pas parlé. Alors, il faut se parler. Hein? C'est très important. Et puis, il faut maîtriser son excitation. Il y a des arbitres qui sont trop excités. Ils ont un degré d'excitation qui fait qu'ils sont partout à la fois. Hein? Ils tournent partout. Ils veulent prendre toutes les décisions. Mais non, il faut maîtriser son excitation. Il faut avoir un niveau d'excitation qui te permet d'avoir une performance maximale. On ne demande pas d'être timoré, c'est-à-dire d'être trop détendu, de sorte à donner l'impression qu'on est distrait, qu'on n'est pas intéressé par le match. Mais aussi, être surexcité, là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être surexcité. Il faut être détendu. Pas trop détendu, pas trop surexcité. Un niveau donc d'excitation, d'éveil qui te permet d'être en permanence dans la rencontre. Et ça aussi, ça s'entretient. C'est le mental training qu'il faut le faire. Et toujours dans le mental training, c'est ce qu'on appelle l'imagerie. J'ai regardé des matchs. Quand vous regardez un match de basket, vous regardez un match de basket de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde, de la NBA, vous avez des scènes qui se produisent. Vous avez des décisions qui sont prises par les arbitres. Vous avez des appréciations de certaines actions. Vous avez des arbitres qui ont une certaine manière de courir, qui ont une certaine façon de gérer les choses. Mais cette imagerie-là, c'est-à-dire ces images-là doivent rester, ces bonnes images-là doivent rester dans votre esprit. Et puis, vous devez être capable de reproduire cela pour améliorer votre performance. Ah, cet arbitre-là, sa manière, sa gestuelle me plaît. Alors moi, je vais faire comme lui. Pour plaire aussi,
sa manière de s'arrêter, sa manière de courir, etc., ça me plaît. Moi aussi, je vais copier cela. Donc, c'est cela, la visualisation et l'imagerie pour vous plaire, pour bien gérer la rencontre. Alors, vous avez également le tout, c'est aussi être agréable. L'arbitre doit être agréable. Agréable dans son apparence. Si vous n'êtes pas agréable, la première image qu'on a de vous, c'est votre apparence. Mais si votre apparence n'est pas agréable, votre image ne passera pas. On ne pourra pas vous accepter. Donc, dans un premier temps, vous devez entretenir votre apparence. Quand vous apparaissez, vous devez tout de suite pouvoir être accepté. Mais ça veut dire que vous avez développé un certain nombre de choses, c'est-à-dire vous apparaissez propre, vous apparaissez bien habillé, vous apparaissez avec un beau sourire, quelqu'un qui se dit, voilà. Donc, il ne faut pas donner l'esprit, disons, l'idée de quelqu'un qui n'est pas approchable, qui est distant, qui est imbu de sa personne. Non. Il faut avoir une bonne apparence pour pouvoir être accepté, hein, pour pouvoir faire passer votre personnalité. Hein. C'est très, très important. Il faut entretenir cela. Hein. Si vous n'entretenez pas cela, ça va être extrêmement difficile qu'on puisse vous accepter. Quand vous apparaissez sur le terrain, on dit « Ah, c'est monsieur l'arbitre ». Voilà. Et tout de suite, naturellement, votre travail commence. Il faut avoir une bonne moralité. Il faut avoir une bonne moralité. L'arbitre ne doit pas donner l'impression qu'on va douter de la décision qu'il va prendre. Il doit avoir une bonne moralité. Il ne doit pas être dans des milieux qui font qu'on dira « Ah, mais lui là, il a telle fréquentation, il fait ceci, c'est son ami qui est cela. » Non, votre moralité ne doit pas être sujet à discussion. Il faut que votre moralité, c'est votre personnalité et ça doit être au-delà de tout soupçon. Donc, il faut entretenir également cet aspect-là. C'est très important. En résumé, donc, de cette première partie, cette première partie de force physique et force mentale, on pourrait dire qu'il faut être fort physiquement. Donc, il faut s'entraîner. Il faut également être fort mentalement. Il faut également s'entraîner. Ça s'entraîne, hein, la force mentale. Il faut également avoir une apparence agréable. Parce que c'est ça qui va permettre, c'est votre première apparence-là qui va faire en sorte qu'on va vous accepter d'abord, bien avant même qu'on ne qualifie votre manière de juger. C'est d'abord votre apparence. Et il faut entretenir cela, c'est très important. Alors, le deuxième aspect, l'arbitre doit être décisif. Alors, comment l'arbitre, quels sont les différents aspects que l'arbitre doit développer pour être décisif? Il faut qu'il ait une bonne connaissance et une bonne compréhension du règlement. Oui, s'il n'a pas une bonne connaissance et une bonne compréhension du règlement, comment peut-il juger? Lui qui est le juge, s'il ne maîtrise pas le règlement, comment il peut juger? Donc, il doit pouvoir maîtriser le règlement. Ensuite, donc, c'est ce que j'appelle le rule knowledge, c'est-à-dire la bonne connaissance en règlement. Il faut également qu'il ait une bonne connaissance et une bonne compréhension de la technique d'arbitrage. Tu es arbitre, tu dois savoir comment te déplacer sur le terrain. Tu dois savoir comment te positionner pour bien juger. Donc, c'est ce qu'on appelle le referee knowledge. Et puis, il faut qu'il ait une bonne connaissance du basketball même. OK? Il faut qu'il connaisse le jeu là. Quels sont les b.a.-ba du basket? Alors, si tu n'as pas une bonne connaissance du basketball, ce qu'on appelle basketball knowledge, comment ça se joue? Quelles sont les techniques de jeu? Quelles sont les techniques de défense? Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas contrôler le jeu parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ça va être compliqué. Toi, tu attends pour voir les contacts. Non, il faut pouvoir voir au-delà des contacts pour pouvoir contrôler le jeu. Alors, prenons un à un. La bonne application du règlement. Comment pouvoir appliquer correctement les règlements? Mais pour appliquer correctement le règlement,
il faut lire même le règlement. Il faut le lire régulièrement, du début à la fin. On n'a jamais suffisamment appris. Il faut le lire régulièrement. Il faut lire, relire tous les jours, tous les articles. Il faut connaître tous les articles. Savoir que dans le règlement, là, il y a tel nombre de règles, il y a tel nombre d'articles. L'article qui parle des marchés, c'est tel article. L'article qui parle des violations, la règle qui parle des violations, c'est telle règle, etc., etc. Donc, c'est très important. Il faut mémoriser cela d'abord. Il faut avoir les règles du jeu dans la tête. Ça, c'est très important pour pouvoir voir son interprétation aussi. Il faut l'analyser. Il faut l'analyser pour comprendre pourquoi on dit, par exemple, que désormais, on introduit le pas zéro, et alors qu'avant, il n'y avait pas ce pas zéro. Quel est l'esprit qui encourage cela? C'est pourquoi, etc., etc. Pourquoi, à l'époque, on était à 30 secondes de possession, on est passé à 24 secondes. Pourquoi, etc., etc. Pourquoi désormais, on donne une faute anti-sportive dans les 2 dernières minutes sur remise en jeu, bon, etc., etc. Donc, il faut comprendre. Quand vous avez bien compris, naturellement, vous l'appliquez correctement sur le terrain. Mais si vous ne comprenez pas, si vous savez, mais vous n'avez pas compris, comment vous pouvez l'appliquer sur le terrain? Donc, il y a la compréhension. Et quand vous avez bien compris, vous pouvez même réussir les tests d'évaluation puisque vous comprenez bien l'esprit du règlement. En ce moment-là, les évaluations, par exemple, lorsque vous serez soumis à certains tests à l'écrit, vous pouvez réussir cela facilement parce que vous avez une bonne compréhension du règlement. Voilà. Et puis, il faut chercher les dernières modifications. Quelles sont les dernières règles? Il ne faut pas appliquer les règles qui sont déjà passées. Donc, il faut être toujours d'actualité. Les vidéos qui expliquent, il faut également les lire pour bien comprendre la vidéo qui explique, pour avoir une idée claire de ce que vous allez juger. Ce n'est pas bon quand c'est flou dans la tête de celui qui juge. Comment peut-il juger correctement? Celui-même dans sa tête, ce n'est pas clair. Voilà, ces décisions seront sujettes à interprétation, à contestation. Il faut que ce soit bien clair dans sa tête. S'il ne le sait pas, qu'il demande pour se faire une idée claire, parce que c'est toi le juge. Tu ne jugeras pas correctement si la règle que tu es appelé à appliquer n'est pas correctement faite sur le terrain. Donc, c'est très important, la bonne connaissance du règlement. Pareillement, il faut avoir une bonne connaissance de la technique d'arbitrage. Ouais. Vous êtes arbitre, vous devez avoir une bonne connaissance. Le referee knowledge, là, ça doit être pratiqué tout le temps. Pratiquer tout le temps, c'est ce qu'on appelle, et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la bonne philosophie d'arbitrage. Oui, il faut avoir cette philosophie d'arbitrage-là. On va développer tout à l'heure ce qu'on appelle philosophie d'arbitrage. Et puis, il faut avoir une bonne technique individuelle d'arbitrage. Donc, au niveau du referee knowledge, il y a 2 aspects à développer. L'arbitre doit développer une bonne philosophie d'arbitrage, il doit développer une bonne technique d'arbitrage. Alors, la philosophie de l'arbitrage, c'est quoi? Une bonne philosophie d'arbitrage suppose que l'arbitre il sent ce qui se passe sur le terrain. Il faut sentir le jeu. Oui, c'est comme si toi-même, tu faisais partie un acteur. En même temps que tu es acteur, tu es extérieur. Donc, tu sens ce qui se passe. Quand il y a un contact, ce contact-là, tu l'apprécies à sa juste valeur parce que tu sens le jeu. C'est très important pour avoir la bonne appréciation des actions sur le terrain. Si vous ne sentez pas le jeu, vous ne pouvez pas apprécier. Vous allez donner faute personnelle, ce qui est faute anti-sportive. Vous allez donner faute technique alors qu'il s'agit de choses. Mais il faut sentir le jeu pour avoir d'excellents critères d'appréciation. Voilà. Donc, quand vous avez de bons critères d'appréciation, quand vous appréciez correctement les contacts sur le terrain, vous avez une bonne philosophie d'arbitrage. Ça, c'est très important. On dit, les décisions que vous prenez sont acceptées par tous parce que vous appréciez les choses à leur juste valeur. Cette philosophie d'arbitrage que vous avez, votre philosophie est bonne. Il faut donc maintenir des critères.
jusqu'à la fin. Les critères là, si vous avez dit on-checking, les critères d'on-checking, ce même critère là, vous les maintenez jusqu'à la fin. À quel moment vous sifflez on-checking? Et si vous voyez on-checking dans n'importe quelle situation de jeu, vous l'analysez et si vous devez siffler, vous sifflez. Et vous êtes capable d'expliquer que c'est on-checking. Voilà, donc ces critères que vous avez établis au départ, vous maintenez ce même critère jusqu'à la fin. Vous ne sifflez pas d'une certaine manière au début et puis sifflez d'une autre manière à la fin. Non, non, on maintient le même critère jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle la bonne philosophie. Et ça, naturellement, les joueurs sont conditionnés par ça. L'entraîneur est conditionné par ça. L'entraîneur se dit, les arbitres n'aiment pas ça. Vous voyez, quand ils disent aux joueurs, les arbitres n'aiment pas ça, ne faites plus ça. Vous voyez, parce qu'ils savent que quand un joueur va se comporter de cette manière, vous allez siffler. En ce moment-là, vous êtes à l'aise. Vous avez réussi à ramener tout le monde vers vos critères d'appréciation. Et les deux équipes jouent de cette manière-là. Mais si vous laissez certaines situations, ils ne comprennent plus rien. Ils se demandent, mais sur quelle musique on joue? Puisque quand on fait ça, ils sifflent, parfois ils ne sifflent pas. Donc, en ce moment-là, c'est quoi le critère d'appréciation? Et ça énerve tout le monde. Et le jeu devient difficile à pouvoir conduire, puisque les joueurs, les entraîneurs, ils ont l'impression que vous appréciez différemment. Alors, il faut avoir un bon critère d'appréciation. C'est très, et les maintenir jusqu'à la fin. Il faut siffler les évidences. Une faute est évidente. Tout le monde a vu, sauf l'arbitre qui est à côté de l'action. Il n'a pas vu ça. Mais ça dépasse tout le monde. On se demande, mais est-ce qu'il y a un arbitre sur le terrain? Donc, les évidences là, vous ne devez pas les rater. On ne doit pas les rater. Il ne faut pas manquer les évidences. Voilà. Une faute flagrante que l'arbitre ne siffle pas, mais tout le monde va crier au scandale. Alors, donc, il faut rester dans le match pour pouvoir voir ces fautes évidentes là. Voilà. Maintenant, un autre aspect important, c'est la technique individuelle d'arbitrage. Il faut avoir une bonne technique individuelle d'arbitrage. Et cette bonne technique individuelle d'arbitrage commence d'abord par savoir exécuter. L'image que vous voyez là, c'est l'image de l'exécution d'un Nantes 2. Cette image-là, elle est très importante. Le ballon qui arrive à son plus haut niveau et qui est joué par les deux acteurs dans une certaine verticalité. Mais les photographes, je parle un peu de mon ami Riyad, mais Riyad, il veut bien prendre une telle photo d'un match du championnat qu'on appelle d'Algérie ou bien d'une Coupe d'Afrique. C'est ce qu'il recherche pour pouvoir présenter cela, peut-être même à la une d'un journal. Le match qui s'est déroulé tant avant même de rentrer dans les commentaires, avant que même le journaliste ne rentre dans ses commentaires, il va d'abord présenter cette image-là, que le match a eu lieu. Mais si l'arbitre ne sait pas exécuter l'entre-deux, parce qu'il y a des arbitres qui ne savent pas exécuter l'entre-deux, ils envoient le ballon soit à droite, soit à gauche, ou bien le ballon n'atteint pas correctement son point culminant, ils ne savent pas lancer correctement le ballon. Et ça, c'est extrêmement désagréable. C'est désagréable pour le public, c'est désagréable pour les officiels, c'est désagréable pour les médias que l'entre-deux n'ait pas été réussi. Donc, il faut s'entraîner à exécuter l'entre-deux. Il y a des techniques. Il faut faire des exercices. Et si vous ne vous exercez pas, vous ne pouvez pas. Alors, il y a des techniques de lancer à une main, il y a des techniques de lancer à deux mains. Mais quand vous réussissez l'entre-deux là, ben vous êtes satisfait. Vous avez l'impression que le match démarre vraiment sous de meilleurs auspices parce que vous avez réussi à pouvoir exécuter cela et vraiment ça met tout le monde à l'aise. Et le public, et les organisateurs, et vous-même, vos collègues, ne vont pas toujours dire à reprendre. Ah non, à reprendre. Pourquoi à reprendre? Parce que vous n'avez pas bien exécuté. Quand c'est bien exécuté, il ne va pas dire à reprendre. Il va dire violation, ballon à droite, ou bien violation, ballon à gauche. Voilà.
Mais quand c'est mal exécuté, il dit à reprendre. Alors, il faut faire attention. C'est une activité très importante. Toujours au niveau de la technique individuelle d'arbitrage, il y a ce qu'on appelle le eye contact. Le eye contact, le contact avec les yeux. Il faut développer le eye contact. Vous n'êtes pas seul sur le terrain. Vous êtes avec des collègues. Vous devez savoir à tout moment à quel lieu, à quel endroit du terrain ils sont. Le eye contact. Ce n'est pas de les regarder fixement pendant que... Non, c'est juste un coup d'œil. Il faut savoir où ils sont. Il faut les regarder même, les fixer un peu, et puis généralement un petit signe, et puis voilà, on est ensemble, on se regarde. C'est ça l'équipe, pour tenir les joueurs. Si vous ne regardez pas, vous ne jetez pas un coup d'œil sur les autres, vous ne formez pas une équipe. Vous êtes seul sur le terrain, alors que vous devez être en équipe. Ça, c'est très important. Le eye contact aussi, c'est non seulement sur vos partenaires arbitres, mais c'est aussi sur le chrono de jeu, pour éviter que les gens respectent à tout moment. Vous devez développer le eye contact sur le chrono. Lorsque vous avez exécuté l'entre-deux, l'arbitre qui a exécuté l'entre-deux, mais son rôle essentiel, après avoir réussi cet exercice-là de l'entre-deux, son rôle essentiel, c'est de vérifier que le chrono a bien démarré. Oui, quand il a fini cela, eye contact sur le chrono de jeu, sur le chrono de tir aussi, pour voir que ces deux-là ont bien démarré et il fait même le signe à la table comme ça pour dire « Ok, c'est bon, ça a démarré correctement ». Et ça doit se faire à chaque fois qu'une équipe prend une possession de la balle. Nouvelle possession, eye contact sur le chrono de jeu, sur le chrono de tir, surtout sur le chrono de tir si c'est pendant le match. À chaque fois que le ballon sort, eye contact sur le chrono de jeu. Pour savoir que le jeu, ils ont arrêté correctement le temps. Pour éviter qu'il y ait des plaintes des entraîneurs et tout ça. Pour dire ils ont laissé couler, etc. Et ça va faire que le match va être difficile à gérer. Il faut toujours regarder. Très important. C'est une bonne technique. Il faut développer cela. C'est un exercice, hein? Ça s'apprend. Si vous n'apprenez pas, pendant le match, vous n'allez même pas savoir qu'il y a un chrono de jeu et un chrono de tir. Il y a les arbitres qui sont surpris. Il y a un chrono qui retentit pour la fin du quart-temps, et puis l'arbitre est surpris. Il veut même peut-être remettre encore le ballon. Il ne sait même pas que c'est la fin du temps de jeu. Mais ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Ça veut dire que tu ne regardes pas le chrono de jeu. À quel moment tu vas savoir qu'on est dans les 2 dernières minutes, par exemple, de la rencontre? Alors que dans les 2 dernières minutes, il y a situation spéciale. Voilà. Ça veut dire que tu développes ce eye contact-là. C'est très bon sur le chrono de jeu. Ensuite, l'autre technique importante, c'est de siffler dans sa première zone de responsabilité. Moi, j'appelle cela le b.a.-ba de l'arbitrage. Mais ce b.a.-ba de l'arbitrage-là, il faut le développer même au plus haut niveau. Même au plus haut niveau. Siffle dans ta zone de responsabilité. Et puis, si tu es capable, tu peux donner un peu d'aide à l'autre qui est peut-être mal placé et qui ne voit pas. Mais si chacun gère dans sa zone de responsabilité, si chacun, j'ai parlé tout à l'heure de management, mais le management là, je dis chacun doit être mis devant sa responsabilité. Si je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma zone de responsabilité, naturellement, chacun gère tout ce qui se passe dans sa zone de responsabilité. Le match est géré, le match est contrôlé. Rien ne va nous échapper parce qu'on est tous responsables de ce qui se passe dans nos zones de responsabilité. Ne cherchez pas à regarder ailleurs. Ne regardez pas tout le temps le ballon. Non, sachez seulement où se trouve le ballon. Mais ce qui se passe, les joueurs qui bougent devant vous, là, regardez-les. Parce que si vous ne les regardez pas, ils vous regardent. Alors, quand ils ont l'impression que vous suivez le ballon et que vous ne le suivez pas alors qu'ils sont devant vous, mais il y a un plus malin qui va donner un coude. Quand il donne le coude, mais le public voit le coude. Mais toi, tu es arrêté à 0 mètre là. Tu ne vois pas le coude. Parce que tu regardes le ballon. Non,
il faut gérer ce qui est dans ta zone. Et quand chacun gère ce qui est dans sa zone, on a tout géré et voilà, ça avance. Donc, siffler dans sa zone de responsabilité. Ensuite, l'autre technique, c'est arbitrer la défense. Oui, c'est vrai, sur le terrain, il y a attaquant et puis il y a défenseur. Mais quand les arbitres restent focus sur les défenseurs, ils voient les attaquants. L'attaquant est dans ton champ visuel. Quand tu regardes le défenseur, l'attaquant se trouve dans ton champ visuel. Donc, mets l'accent sur le défenseur. Mets l'accent sur le défenseur pour voir s'il se déplace convenablement selon les règles, s'il a une position légale de défense. Quand tu mets l'accent sur le défenseur, ça te facilite l'appréciation. Mon ami Kamal a fait la dernière fois la démonstration, quand il a fait l'exposé sur le contact illégal. Il a parlé de cylindre, il a parlé de verticalité, il a parlé de position légale de défense. Mais si tu ne vois pas le défenseur, si tu vois flash le défenseur, comment tu peux savoir qu'il s'est déplacé correctement, qu'il a eu un déplacement latéral, qu'il s'est déplacé en arrière et que sa position était légale et que c'est l'attaquant qui a été à l'origine du contact? Mais oui, il faut donc siffler la défense. Si vous développez cette technique-là, de regarder le défenseur, vous allez voir l'attaquant. S'il marche, l'attaquant qui a le ballon, qu'est-ce qu'il peut faire de plus en termes de violation? C'est un marché, mais vous allez le voir qu'il marche. Il peut faire aussi une faute. Mais il fera la faute parce que vous avez jugé que le défenseur a eu une bonne position, a eu une position légale de défense. Donc, c'est très important. Observez bien la défense. Arbitrez les actions jusqu'à la fin, surtout les situations de tir. Tu ne peux pas siffler, qu'on appelle arbitrer, et puis ton regard est fixé sur la trajectoire du ballon. Non. Surtout sur les tirs, qu'on appelle les block shoot, les tirs en suspension. Il faut gérer la situation du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le tireur retombe au sol, qu'il ait pris connaissance avec ses pieds au sol et que cette action-là a été correctement gérée. Vous avez estimé qu'il n'y a rien, tout a été légal. En ce moment-là, vous passez à autre chose. Vous passez maintenant au goaltending, ou bien à voir si le ballon est enlevé dans sa trajectoire descendante. Mais il faut d'abord, si c'est votre zone de responsabilité primaire, ce tir-là, gérer l'action jusqu'à la fin. Parce que vers la fin, il se peut qu'il y ait un coup. Le ballon est parti, mais le tir n'est pas fini. Le jeu, cette action-là n'est pas terminée. Donc, vous devez gérer cette action jusqu'à la fin. Et ça permet d'éviter beaucoup de situations. Il y a trop de plaintes sur les tirs. Alors, si tous les tirs sont bien gérés, naturellement, le match est contrôlé. Donc, c'est très important de gérer les actions. Il faut appliquer ce qu'on appelle le move, stop and decide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne siffle jamais en situation de course, en mouvement. Je bouge pour bien apprécier. Je cours pour avoir la bonne fenêtre. Mais quand je me rends compte qu'il y a une situation qui peut entraîner un contact, je m'arrête pour bien apprécier l'action. Il ne faut pas être en permanence en train de bouger, alors que vous savez que les joueurs sont en individuel serré là ou bien chose, et puis vous êtes en train de bouger parce qu'il y a ce qu'on appelle la balance. Lorsque vous courez et que vous regardez l'image, naturellement, vous n'avez pas la possibilité de bien apprécier. Alors, il faut être bien arrêté, bien observé, jusqu'à la fin, vous décidez de ce qu'il y a faute ou bien il n'y a pas faute. Si vous êtes arbitre de tête, vous avez la possibilité de faire un pas et puis de vous arrêter et de décider. La décision là, ça peut être coup de sifflet comme ne pas siffler. Le fait de ne pas siffler, c'est une décision aussi. L'arbitre là, ce n'est pas celui qui est tout le temps en train de siffler. Non, l'arbitre c'est celui qui apprécie bien. Le bon arbitre c'est celui qui apprécie bien. Il siffle quand c'est une faute. Il ne siffle pas aussi parce qu'il n'y a pas de faute. C'est ça la bonne appréciation. Donc, il faut également
appliquer cela, c'est très important. Avoir une bonne mécanique. La mécanique, ce n'est pas le règlement. La mécanique, c'est la manière de se déplacer ensemble avec les collègues pour que vous ayez tous les joueurs dans ce qu'on appelle votre boxing. Tous les joueurs, à tout moment, pendant le match, vous avez ces joueurs-là dans votre boxing. Si vous n'avez pas une bonne mécanique, naturellement, il y a des joueurs qui seront hors de votre champ visuel. Donc, la mécanique d'arbitrage, là, consiste à se déplacer sur le terrain de sorte à ce que tous les acteurs soient dans le champ visuel des arbitres, s'ils sont 2 ou 3. Voilà. Dans votre déplacement, il faut maîtriser votre déplacement. Et il y a des documents sur la mécanique d'arbitrage. Il faut lire ces documents-là en permanence. Quand j'ai sifflé une faute offensive, comment je dois bouger? Quand je suis arbitre de tête, comment je dois bouger, etc., etc. On parle de plus en plus de s'arrêter pour avoir un angle de 45 degrés par rapport au panier. Voilà, ce qu'on appelle le 45 degrés. Mais il faut développer cela pour pouvoir bien juger sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir développer ce qu'on appelle le basket knowledge. Un arbitre doit avoir été même un ancien joueur, quelqu'un qui a joué. Il a joué, il sait de quoi il s'agit. Il a connu des techniques d'entraînement. Il sait plus ou moins quelles sont les différentes phases au niveau du jeu. Et ça le met à l'aise pour bien apprécier. Donc, avoir une bonne connaissance du règlement. Hein? Quand l'entraîneur fait des schémas sur le terrain, il doit savoir que quand on est par exemple dans les 2 dernières minutes, sur cette situation-là, l'équipe va certainement chercher à tirer à 3 points ou bien à faire une pénétration. En ce moment-là, on s'apprête, on se met dans une bonne disposition pour pouvoir gérer parce qu'on voit venir la chose. On a une bonne lecture. Quand tu as une bonne connaissance du règlement, tu es capable de lire le jeu. Tu es capable d'anticiper sur les actions. Mais si tu n'as pas une bonne lecture de la rencontre, si tu regardes le match du basketball là, comme un profane, comme quelqu'un qui vient, qui regarde les dunks, les dribbles, machin, tout ça. Non, mais toi, tu dois avoir une lecture de la rencontre. Tu dois savoir ce qui arrive. Quelles sont les différentes phases? Là, ils sont placés en attaque. Comment? 5 extérieurs ou bien 4 extérieurs, 1 intérieur, 3 extérieurs, 2 intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont développer? Quelle est la stratégie actuellement? Ils ont fait quoi? Trapping, ils ont fait individuel tout terrain, ou bien, voilà, par rapport à la stratégie de défense, naturellement, tu vas pouvoir te positionner. Parce que tu lis ce qui se passe sur le terrain. Donc, maîtriser les stratégies. Hein? Tu sais qu'il y a un pic, il y a un écran qui est là. Si la situation d'écran, il peut y avoir pick and roll. C'est-à-dire, celui qui a fait l'écran peut jouer un rôle pour aller avec le ballon au niveau du panier. Ou bien, il peut ressortir pour pouvoir tirer. Mais tu vois déjà, tu anticipes. Tu es capable de, donc, tu lis correctement et puis tu vois ce qui va se passer. Et en ce moment-là, tu gères ta rencontre parce que les choses deviennent faciles. Parce que tout se déroule comme ce que tu vois ce que tu comprends. Tu comprends le positionnement des joueurs sur le terrain. Alors, il faut développer cela parce que ce sont des aspects qui te permettent de bien contrôler le jeu. Troisième élément, dernière partie de cette présentation, c'est que l'arbitre doit être approchable. Il doit être approchable. Il ne doit pas être quelqu'un qui est extérieur, qu'on ne peut pas, avec qui on ne peut pas communiquer. Il doit développer à ce niveau-là une certaine proactivité, c'est-à-dire prendre souvent des décisions qui vont lui faciliter la tâche en termes de prévention. Parce qu'il voit ce qui vient. Donc, il est proactif. Hein? Il va avoir également une bonne gestion du banc.
faut pouvoir bien gérer le banc. Parce qu'il y a les joueurs sur le terrain qu'il faut bien gérer pour contrôler le jeu. Mais ceux qui sont sur les bancs aussi doivent être bien gérés pour que le jeu soit contrôlé. Alors, quand vous avez une bonne gestion de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui se passe sur le banc, vous avez une bonne gestion de la rencontre. Vous contrôlez la rencontre. Alors, les décisions, c'est sur le terrain là-bas, par l'appréciation des actions, mais aussi il y a des décisions à prendre avec l'entraîneur. Il ne faudrait pas que l'entraîneur rende le match désagréable. Donc, gérer, il faut pouvoir gérer cela avec l'entraîneur. Alors, qu'est-ce que la proactivité? Être proactif, c'est être capable de communiquer avec le joueur. Oui, il faut communiquer avec lui. Tu ne viens pas pour siffler, siffler, siffler et puis tu pars. Non, tu peux expliquer. Ce n'est pas tout le temps, mais tu peux lui donner des explications pour qu'il comprenne ce que tu as sifflé. Pour qu'il comprenne que l'action, ce qu'il vient de faire là, il aurait pu faire autrement pour éviter la faute. Mais brièvement, ce n'est pas de passer tout son temps, tout le monde vous regarde, le match est arrêté et vous êtes là en train d'expliquer et puis on n'explique pas tout le temps quand même. On peut expliquer une fois ou deux en passant, mais on ne va pas passer tout son temps à expliquer. Donc, il faut pouvoir développer cela. Donc, faire référence donc aux actions qui empêchent les problèmes de survenir. Hein, parce que je vois venir. Donc, j'en parle pour ne pas que ce qui va venir là se reproduise. C'est cela. Donc, je suis proactif. Je peux même informer l'entraîneur pour lui dire, attention, vous avez tel joueur qui se comporte de telle manière, il faut lui parler, sinon, ça va être dommage pour lui qu'il quitte le terrain assez tôt. Voilà. Donc, c'est cela la proactivité. Ça peut être pendant une situation de temps mort ou bien même une situation de ballon, de balle morte. Rapidement, on explique. Ensuite, il faut pouvoir gérer convenablement le banc. Hein? Il faut avoir une bonne communication avec l'entraîneur. L'entraîneur n'est pas ton ennemi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit pouvoir, on doit manager de telle sorte que l'entraîneur nous aide. L'entraîneur doit nous aider. C'est lui qui nous aide à gérer convenablement la rencontre. Il y a des entraîneurs qui aident les arbitres. Quand un joueur sur le terrain se comporte d'une certaine manière, vous allez voir que l'entraîneur va le faire sortir tout de suite. Quand il est insolent envers les arbitres, l'entraîneur le fait sortir tout de suite. Mais c'est ça la collaboration. Donc, quand vous arbitre, vous êtes dans une bonne disposition d'esprit et que vous plaitez le flanc, c'est-à-dire que vous avez, par votre manière de faire, vous situez l'entraîneur devant sa responsabilité, naturellement, il va aider, il va collaborer. C'est naturel. En fait, ce n'est pas une manière de vous faire plaisir, mais c'est son devoir de vous aider. En faire en sorte que le match aboutisse à son terme dans un esprit de sportivité. Donc, il faut communiquer. Il faut lui expliquer de temps en temps les raisons de ce que vous avez sifflé. Voilà. S'il ne comprend pas, s'il demande, donc, mais il faut le dire vraiment très clairement, en n'étant pas agressif, en faisant des gestes pour l'humilier. Non, personne ne doit humilier son ami. Autant l'entraîneur n'a pas le devoir de faire des gestes qui vont rabaisser l'arbitre, autant l'arbitre aussi ne doit pas se comporter en super-homme de sorte à vouloir écraser tout le monde. Ce n'est pas cela. Il faut que tout le monde, les uns et les autres, soient respectés. Alors quand il est respecté, naturellement, il peut avoir cette attitude-là de collaboration et qui vont faire en sorte que ces joueurs vont développer des attitudes qui vont conduire le match vers son terme en toute fraternité. Et ça, l'arbitre a le devoir de temps en temps d'aller pendant le temps mort. S'il demande une explication, il faut le dire très brièvement en quelques fractions de secondes avec les mots-clés, comme on l'a dit là. Il faut savoir utiliser ces mots-clés-là. Donc, ces mots-clés sont dans le règlement. Hein? Non, votre joueur a fait un checking, c'était un bloc, c'était ceci, voilà, c'était correct. Donc, expliquez rapidement, en passant. Parfois même, on n'a pas besoin d'arrêter le jeu.
Juste un petit coup d'œil, tu peux lui parler comme ça en passant à côté de lui. Voilà, il va comprendre. Tout ça, c'est votre manière de contrôler le jeu, de rabaisser, de faire baisser la tension, la suspicion, pour dire que vous n'êtes pas venu pour juger d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans une certaine équité. Voilà. Donc, il n'a pas à s'en faire, qu'il se tranquillise. Voilà. Et naturellement, il peut être dans cette bonne disposition-là. Donc, il faut être prêt à expliquer brièvement, à discuter avec l'entraîneur, mais il ne faut pas le laisser se plaindre tout le temps. Oui, il est tout le temps en train de se plaindre. C'est lui qui veut demander des explications à tous les coups de sifflet. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. À un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut dire, messieurs, on en a assez. Vous êtes deux, l'entraîneur de chaque équipe. Mais il y a un d'une équipe qui est tout le temps en train de se plaindre. Ce n'est pas normal. Il va prêter le front au deuxième. Parce que dès que le deuxième, l'entraîneur de l'équipe B, va se rendre compte que l'entraîneur de l'équipe A se plaint tout le temps, lui aussi va commencer à se plaindre à chaque coup de sifflet. Et le jeu sera difficile à gérer. Et quand les entraîneurs se plaignent, les joueurs rentrent dans le jeu et la partie devient difficile pour les arbitres. Alors, il faut faire calmer cela. Il faut faire arrêter cela dès le début. Dès le début, il faut faire arrêter cela. Si vous n'arrêtez pas cela, ils vont rendre le match intenable. Et vous allez arriver vers la fin avec beaucoup de blessures sur le terrain. Et ça, ce n'est pas bon. Hein? Quand dans un match, il y a des blessures, quand dans un match, des joueurs sont blessés, les arbitres ont leur responsabilité. Il est bon, après avoir fini un match, en faisant le bilan, que vous notiez qu'il y a eu 0 blessé, 0 faute anti-sportive, 0 faute technique. Ça, ce sont des éléments d'appréciation de ce que le match s'est déroulé dans un esprit de sportivité. Mais quand dans un match, on sort de là avec de nombreuses blessures, surtout à cas soucière, cheville, etc., des joueurs qui ont des ouvertures partout. Ah non, c'est qu'on est venu pour... On allait à la boucherie. Il est 19h. Voilà. Donc, il faut que cela soit su. Hein, c'est très important, la bonne gestion de la rencontre. Hein, et ça demande la participation de tous. Il faut également avoir une bonne gestion des temps morts. Les temps morts, c'est pour les équipes, mais c'est aussi pour les arbitres. Le temps mort, là, ce n'est pas fait seulement pour les équipes. Hein. Les arbitres aussi utilisent ça pour accorder leur violon, pour resserrer leur côte, pour s'encourager et puis pour voir venir les choses. Attention, nous sommes à telle partie de la rencontre. Je pense que là, cette équipe, elle va prendre le ballon, elle va certainement chercher à faire une pénétration. Donc, restons vigilants et jugeons la situation en toute légalité. Parce que la décision ne doit pas être sujette à discussion. S'il y a faute, que la faute soit évidente. Voilà. Donc, on se resserre les coudes, on se parle rapidement et puis on adopte les différentes positions qu'il faut pour pouvoir reprendre le jeu aussi immédiatement que possible. Alors, il est bon, dans ce cas-là, de ne pas perdre le fil de la rencontre. On peut laisser le ballon, je dis bien on peut laisser le ballon, là où le jeu va reprendre, venir se parler comme on le voit sur la photo, et puis, une fois qu'on a fini de se parler, naturellement, il faut savoir ce qu'on doit dire, comment et pourquoi, etc. Et puis, 20 secondes avant la fin du temps, avant la fin du temps mort, on commence à se rapprocher des bons. 20 secondes avant, on se rapproche des bons. Parce qu'il ne faut pas perdre le temps pour la reprise. 10 secondes, on active le processus, on demande aux entraîneurs d'arrêter et de demander à leurs joueurs de rentrer sur le terrain. Cette action-là, disons, cette situation doit être gérée efficacement. C'est assez important. Je pense donc que nous avons dit un peu l'essentiel. Merci beaucoup pour ces 1 heure de partage. Je suis donc à votre disposition pour des éventuelles questions. Et Monsieur Kamal, vous avez
le micro. Merci beaucoup, M. Mathurin, pour cette excellente, cette belle présentation concernant le game control, où vous avez vraiment résumé les qualités premières d'un arbitre. C'est bien sûr 3 qualités que vous l'avez bien résumé, bien détaillé, où je pense qu'ils sont bien compris par nos jeunes arbitres. OK. Donc, il a strong, decisive et approchable. Voilà, approchable. Donc, voilà, donc, sans trop tarder, donc, j'invite messieurs les arbitres à poser des questions à notre ami Mathurin. Donc, à vous le micro, les jeunes. Asfien, donc tu diriges l'opération. Merci encore une fois, M. Mathurin. Merci. À vous, Clavier, ou bien vous pouvez... Monsieur le Président. Monsieur le Président, à vous. Chers collègues, merci, monsieur. Je dirais Brodois et Mathurin. Alors, mon premier point, c'était l'exposé, un brillant exposé, n'est-ce pas? Alors, de hygiène. Donc, moi, je pense que j'ai eu la chance de beaucoup de compétitions. Alors, lui, même tout le temps, les gens on était ensemble. Mais à chaque fois qu'il finit son repas, à midi, il va faire sa sieste. À chaque fois qu'il finit son repas le soir, nous, on était en train de trimballer dans le hall, etc., discuter de tout ça. Lui, il va directement dans sa chambre et puis après, il va dormir. Parce que ce qu'il a... Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il a exposé là, c'est parce qu'il le vit, lui. Il le vit. C'est pas parce qu'il le dit comme ça pour qu'on comprenne. Mais lui, comme on dit, donc quand tu dis à quelqu'un de va te laver, tu dois être propre d'abord toi. Donc, c'est le proverbe wolof chez nous qu'on dit. Donc, quand tu donnes des à quelqu'un, donc il faut que toi... La question, c'est quoi? Des fois, nous, en tant qu'arbitre, on a des problèmes. C'est-à-dire que quand nous, on a eu la chance d'être des arbitres internationaux et on sait ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait dans les compétitions, comme il a expliqué. Donc, quand vous voyez un coach qui commence à contester à chaque fois que l'arbitre, les arbitres sifflent, donc il faut l'arrêter très tôt. Parce que sur le game management, on dit les choses qui vont te poser des problèmes à la fin de la rencontre, il faut les arrêter au début, très tôt. Même si on joue 30 secondes, 1 minute, etc. etc. D'accord? Maintenant, nous, on a eu la chance, on sait, ça, on le sait et on l'applique. Mais le problème des fois qu'on a, c'est nos jeunes arbitres. Nos jeunes arbitres. À chaque fois, les coachs passent tout leur temps à contester. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? Non, philosophie de l'arbitrage. Donc, moi, je me concentre sur le match. Donc, si le coach parle, conteste, lui, moi, je n'attache pas une importance. Non, désolé. Non. Parce qu'une fois, j'ai vu un coach, je lui ai dit, tu as eu la chance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de jeunes arbitres qui t'ont arbitré ton match. Mais je lui ai dit, moi, si j'avais ton match là, à 2 minutes de premier quart-temps, je te disqualifie. Je te disqualifie. Et donc, ma question, c'est quoi? Combien de fois on peut faire la sourde oreille au coach et combien de fois on peut faire la sourde oreille après pour faire pour règlement et pour faire la sanction. OK. J'espère que j'ai bien compris. Bon, c'était difficile à comprendre, Mr. President. Ça s'entrecoupait un peu. Merci pour oui, je peux reprendre la question. Non, c'est combien de fois on peut tolérer le comportement de l'arbitre? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je viens dire tout ça. Il n'y a pas de nombre de fois. Il n'y a pas de nombre de fois. Il n'y a pas, disons, je dirais, je ne sais pas, à compter 1 fois, 2 fois, non. En toute chose, avant de donner une faute technique, parce que ce que l'entraîneur peut avoir par rapport à son comportement, c'est une faute technique.
Mais avant de donner la faute technique, il faut qu'il ait un avertissement. Absolument. Donc, dès qu'il commence, même si c'est à la première seconde, dès qu'il commence et que vous avez l'impression qu'il ne veut pas collaborer, qu'il veut avoir un comportement plus ou moins hostile dès le début, il faut l'arrêter et puis l'avertir. Et quand vous l'avez averti, c'est l'avertissement est donné aux autres collègues, comme vous le savez. Donc, dès qu'il commence à avoir un comportement non conforme, un comportement de quelqu'un qui ne veut pas collaborer ou bien qui veut empêcher le bon déroulement de la rencontre, il faut l'arrêter, avertir. Ce n'est pas tout de suite la faute technique, non. C'est l'avertissement d'abord. Coach, okay. Ça ne se fait pas. Et c'est que dès que vous l'avez averti, vous donnez l'information aux autres collègues. Vous prenez tout le monde à témoin de l'avertissement que vous venez de donner à l'entraîneur. Mais il ne faut pas avertir l'entraîneur en donnant l'impression que vous êtes en train de causer avec lui. Ça veut dire que, non, il faut aller de manière responsable vers lui et pour lui dire avec des gestes que c'est le dernier avertissement. Même si c'est la première seconde. Mais si vous allez vous arrêter à côté de l'entraîneur et puis vous souriez tout doucement et vous lui parlez, coach, vous savez, hein, voilà, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça, hein, c'est le dernier avertissement. Hein. Mais les gens ont l'impression que vous causez avec lui. Avec lui, oui. Hein? Il faut aller de manière responsable, vous arrêter à une bonne distance et vous dites, coach, nous sommes à la première seconde, mais là, ce comportement n'est pas correct. C'est le dernier avertissement. La prochaine fois, vous faites le geste. La prochaine fois, faute technique. OK? Et quand vous avez fait ça, vous partez et vous donnez l'information aux autres. Et puis voilà, tout le monde sait que s'il le reprend, il aura la faute technique. OK. Voilà. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sanctionner un entraîneur qui visiblement ne veut pas collaborer. N'ayez pas peur. Bon. Soyez sûr de votre fait que la décision que vous allez prendre. Allô? Oui. Voilà. La décision que vous allez prendre est la meilleure des décisions. Et bien, je vous entends, oui. Voilà, merci. D'accord. Président. Peut-être qu'au fil... Oui. Je peux poser une deuxième question, si vous permettez. Oui, vas-y. Donc, tout à l'heure, pendant votre exposé, il y a une partie où vous dites que l'arbitre peut expliquer au coach quand il y a une situation au jour qu'il ne comprenne pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous y avez ajouté, dire quand le ballon est vivant et quand le ballon est mort. Mon problème, c'est quoi? Comment l'arbitre peut parler à un coach quand le ballon est vivant? Non, c'est pas quand le ballon est vivant, c'est quand le ballon est mort. Si j'ai mis ballon vivant, c'est que c'est... Oui, vous avez mis ballon vivant, voilà, c'est ça. C'est pourquoi je voulais poser cette question. Non, c'est quand le ballon est mort. D'accord. Mais merci. On a une situation de ballon vivant. Oui. C'est peut-être un mot que vous placez, mais vous restez concentré sur votre match. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en train de placer, par exemple, à côté de l'entraîneur, vous entendez ce qu'il dit. Bon, vous pouvez juste reprendre un peu pour l'apaiser, mais en restant concentré sur votre match. Voilà. On n'a pas besoin d'arrêter qu'on appelle le match pour cela. C'est juste un mot, on n'a même pas besoin de le regarder. On dit un mot rapidement et puis voilà, on avance. Monsieur Mathurin, il y a une question écrite de monsieur. Merci. Merci à vous, Président. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, il y a une question de monsieur Albouri Diop. Je voudrais savoir, est-ce qu'un arbitre peut avoir un style de positionnement sur le terrain qui lui est propre? Voilà, donc je voudrais savoir, est-ce qu'un arbitre peut avoir un style de positionnement sur le terrain qui lui est propre? Voilà la question, M. Mathieu. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se positionner sur le terrain en ayant sa propre manière de se positionner. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par positionnement, mais les règles au niveau de la mécanique sont claires. Hein? Quand le ballon est à un point donné,
l'arbitre de tête doit être à un point, donné, l'arbitre de queue doit être à un point donné, l'arbitre central doit être à un point donné. Donc, c'est universellement connu. Donc, si le ballon est dans une zone précise et que vous, arbitre de centre, vous êtes ailleurs, ben, naturellement, vous avez un mauvais positionnement. Donc, il y a une mécanique qui est universellement connue. Et c'est cette mécanique-là qu'il faut appliquer. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. On la prend et puis on l'applique. Voilà. Il y a même une manière de regarder. Il y a une manière de regarder. C'est ce qu'on appelle le open angle. C'est-à-dire, j'ai un champ de vision assez large. OK? Donc, tout ça, ça se développe. Avoir un open angle, c'est-à-dire que je me positionne de sorte à ce que tous les joueurs soient dans mon champ visuel. Voilà. Mais je ne regarde pas tout le monde à la fois. Je suis naturellement focus sur une action précise, mais en ayant tout le monde dans mon champ visuel, c'est pourquoi on parle de positionnement à 45 degrés, 45 degrés. Se positionner à 45, ça permet d'avoir ce open angle-là, aussi bien sur le panier qu'avoir les joueurs dans son champ visuel. Donc, c'est ce que je pourrais dire hein, par rapport au positionnement. Oui, je pense. Je vais juste ajouter une chose. Ce open angle, il faut qu'il soit vertical et horizontal, comme vous l'avez bien dit maintenant. Ouais. Voilà, merci. Une autre question, c'est Bouadjnak, non? Oui, Bouadjnak. Monsieur Bouadjnak. Salam alaikum. Alaikum salam. Premièrement, أنا نترحم على الزملاء في كرة السلة اللي توفوا وربي يرحمهم برحمة الله وإن شاء الله بربي. En ce qui concerne l'intervention de Monsieur Mathurin, je voudrais le féliciter concernant cette intervention qui est très bénéfique, surtout pour les jeunes arbitres. Et je pense que son intervention est une synthèse de deux ou trois séances pratiquement. Donc, je vous félicite et je vous remercie de cette intervention qui a un aspect plus analytique et en même temps basé plus sur des conseils pour les jeunes arbitres. En ce qui me concerne, Monsieur Mathurin, je voudrais poser trois petites questions concernant les variables importantes de votre intervention et qui sont l'aspect physique et en même temps mental. Donc, je voudrais savoir qui va prendre la dominance. Est-ce que l'aspect physique ou bien l'aspect mental, est-ce que c'est 50-50 qui va dominer l'un ou l'autre variable? Ceci concernant la première question. Deuxième question, s'il vous plaît, voudriez-vous nous éclairer concernant, vous avez abordé pratiquement l'automatisation des joueurs vis-à-vis de la technique d'arbitrage des arbitres. Donc, et on sait pertinemment que cet arbitre, pour lui, c'est très difficile parce qu'il n'est pas le seul. On n'est pas, par exemple, je vous donne un autre exemple, si un arbitre qui est dans un établissement scolaire avec ses élèves et qui sont habitués à sa technique, ici, pratiquement, il aura une automatisation. Les élèves auront une automatisation du modèle d'arbitrage de cet enseignant ou bien de cet arbitre. Donc, comment gérer cette modélisation, si vous voulez, c'est-à-dire des joueurs et l'arbitre, puisqu'il n'est pas le seul à arbitrer ce type de joueur. Et la troisième petite question, si vous voulez bien, je voulais d'ailleurs la questionner à M. Samir, notre ami marocain, mais il n'y a pas eu,
on n'a pas eu l'occasion puisqu'on était limité par le temps. Donc, je voudrais que vous nous éclairez sur cette petite situation qui m'est un peu ambiguë. Il a cité en bas, il y a par exemple deux joueurs qui sont positionnés dans cette position et il y a l'arbitre qui est positionné ici. Donc, il n'a pas une bonne vision. Pratiquement, il est sur la même ligne du défenseur et de l'attaquant. Donc, au moment où l'arbitre veut se libérer pour avoir un bon angle de vision, il y a eu un contact. Donc, est-ce que c'est lui qui va siffler ou bien the umpire 2 or who? Et je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, cher ami. Merci d'avoir apprécié ce que nous avons fait. Ben, on vous remercie. En ce qui concerne la condition physique et le mental, ben, c'est deux choses qui doivent aller ensemble. Oui, il faut développer cela. Vous devez être en bonne condition physique. La bonne condition physique que vous avez là, c'est pour pouvoir être présent sur le terrain. C'est pour pouvoir aller au rythme de la rencontre. C'est pour avoir un rythme cardiaque qui vous permet d'être à l'aise sur le terrain. Mais si vous n'avez pas une bonne condition physique et que le match s'en va à un rythme assez élevé, au-delà de votre condition physique à vous, naturellement, vous allez être dépassé. Vous n'allez pas être au niveau de la rencontre. Donc, la condition physique vous devez développer cela de sorte à être à 100% au moins. Le mental aussi. C'est le mental parfois qui conditionne le physique. Il ne s'agit pas de développer sa condition physique de sorte à avoir des gros bras, non. Mais il faut avoir un mental qui vous permet de surmonter certaines pressions pendant la rencontre. Il faut être capable de sortir de ces pressions-là, la pression du public, la pression des entraîneurs, la pression du joueur. Donc, vous avez un mental fort pour vous mettre au-dessus de la rencontre. Et ça, c'est dans l'entraînement, dans le mental training, la concentration, etc., etc. Le self-talking, un mental d'acier. Donc, les deux-là doivent être développés au même niveau pour que vous ayez cette personnalité. Cette personnalité-là, je ne dis pas celui qui va écraser, mais non, mais cette personnalité qui sera à même de tenir la rencontre dans une main d'une main de fer dans un gant de vélo, comme on le dit. Hein? Une main de fer dans un gant de vélo. C'est-à-dire ferme, souple, mais en même temps ferme. Parce que vous appliquez la règle, quels qu'en soient ses effets. C'est le règlement que vous appliquez. Voilà. Maintenant, d'une main de fer dans un gant de vélo, c'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour être un policier, pour voilà, casser tout le monde, mais vous êtes là pour la bonne application des règles du jeu. Donc, c'est très important. Les deux doivent être développés, le mental et le physique. S'il y a un qui n'est pas bon, naturellement, ça va se savoir sur le terrain. On va voir qu'à un moment donné, vous êtes hésitant. Donc, votre mental n'est pas fort. On va voir qu'à un moment donné, vous êtes en retard sur les actions. Vous n'êtes pas prêt physiquement. Vous voyez? Donc, vous devez développer ces deux aspects-là en même temps pour être à la hauteur de la rencontre. Parce que c'est en développant ces deux aspects que ceux qui vous voient vont dire « Ah, c'est un bon arbitre. On peut lui confier la responsabilité d'un match assez important. » Parce qu'il est toujours au bon endroit et il ne se laisse pas influencer. Voilà. Autre aspect, les joueurs, l'arbitre qui a l'habitude de siffler le match de certains jeunes, parce qu'il est avec eux dans son milieu habituel. Bon, donc ils savent plus ou moins que cet arbitre-là n'aime pas certaines situations, n'aime pas qu'on fasse ceci en checking, bon, il ne tolère pas. Donc ils sont habitués, ils sont plus ou moins conditionnés par cet arbitre-là. Mais bon, si l'organisateur sait très bien que cet arbitre-là, il est trop lié à une équipe, ben c'est à l'organisateur de faire en sorte que cet arbitre
ne soient pas désignés pour les rencontres de cette équipe-là. Parce qu'ils deviennent comme chose. Mais ce qu'il faut juger, ce n'est pas la relation que l'arbitre a avec les joueurs en dehors du terrain. Est-ce que la décision qu'il prend là, est-ce que ces décisions sont correctes? Voilà. C'est ça qu'il faut juger. Est-ce que son coup de sifflet est correct? Est-ce qu'il a été juste? Est-ce qu'il a été équitable pendant la rencontre? Ce n'est pas sa relation. Ce n'est pas le fait qu'il siffle le match de son petit frère ou bien de son camarade du quartier qui joue dans telle équipe. Ce n'est pas ça qu'il faut noter. C'est par contre l'appréciation. Est-ce que l'appréciation est correcte? Est-ce que les fautes qu'il a eu à siffler sont des fautes réelles qui se sont déroulées sur le terrain? Et ce sont des fautes qui ne souffrent d'aucune contestation. Voilà. Donc, on le juge par rapport à son appréciation. Voilà. Naturellement, si les joueurs sont habitués à lui, ben ça facilite le jeu. Parce que les joueurs savent plus ou moins ce qui n'est pas bon. Donc, ils ne vont pas se comporter d'une certaine manière. Ça va faciliter même la tâche des arbitres. Il est bon même que les joueurs sachent que les arbitres n'aiment pas certaines situations. Voilà. Je ne sais pas si je peux intervenir, Kamal. Oui, allez-y. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Non, je voulais seulement insister sur le point parce que généralement les arbitres, les entraîneurs et certains joueurs n'apprécient pas certaines décisions des arbitres parce qu'ils vous disent que la dernière fois ou bien la semaine passée, il nous a sifflé comme ça alors que vous sifflez de cette façon. Donc, cette uniformisation et cette modélisation de l'arbitrage, c'est là où j'ai voulu insister sur le... D'accord. Ok, j'ai compris. Ok, donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé la philosophie de l'arbitrage. C'est-à-dire l'appréciation, les critères d'appréciation. Les critères d'appréciation ne doivent pas varier d'un arbitre à un autre. Et c'est en cela que le travail que nous faisons là est un travail très important. Hein, le travail de formation pour que les arbitres apprécient toutes les actions de la même manière. Un arbitre ne doit pas apprécier une action d'une manière et la même action est appréciée d'une autre manière par son collègue sur le même match. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas bonne et ça entraîne souvent des contestations. Parce qu'un entraîneur qui est victime de cette situation, c'est naturel qu'il se plaigne. Comment se fait-il que mon joueur s'est comporté de cette manière? Il a été sanctionné et le joueur de l'équipe adverse se comporte de la même manière et il n'est pas sanctionné. Donc, parce que c'est l'arbitre A qui a sifflé la première action, mais l'arbitre B, par exemple, n'a pas sifflé la même action qui vient de se produire de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas bon. Il est bon que les arbitres soient au même niveau d'appréciation, qu'ils aient la même philosophie d'arbitrage, c'est-à-dire les mêmes critères d'appréciation. Ça va tranquilliser tout le monde. Ça va permettre à tout le monde de se calmer parce qu'ils savent que les actions sont appréciées par les deux arbitres de la même façon. Et c'est pour cela que les formations que nous faisons là sont des éléments très importants. Et les vidéos qui accompagnent ces formations, quand on dit faute antisportive, C1, C2, C3, etc., ces vidéos-là permettent aux arbitres d'avoir les mêmes critères d'appréciation. Et ça, c'est à développer. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est avec le temps, lorsque les arbitres vont travailler ensemble, et c'est en cela que le pré-game, ce qu'on appelle le pré-game conférence, c'est-à-dire le travail d'équipe qui commence avant le match. Les arbitres doivent se parler. Pendant ce match-là, attention, voilà comment on doit siffler. On se met d'accord sur les critères d'appréciation. Et quand on est d'accord sur les critères d'appréciation et qu'on rentre sur le terrain, on applique ce qu'on a décidé dans le pré-game conférence, c'est-à-dire dans les vestiaires. Parce qu'on a fait un travail préalable de coordination. Voilà. Et quand on rentre, on apprécie la même... Parce qu'on peut venir d'horizons divers.
Hein, on n'a peut-être pas la même philosophie, mais il faut s'accorder sur le minimum au moins pour que le match soit convenablement géré. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les zones de responsabilité, l'arbitre qui est à côté de l'action et qui malheureusement n'est pas bien positionné n'a pas vu l'action parce qu'il était fermé par un joueur. C'est en cela que si c'est une faute évidente, à 100%, si c'est une faute évidente, il a besoin d'aide. C'est vrai qu'on dit que chaque arbitre doit siffler dans sa zone de responsabilité. Une action se déroule pratiquement dans le nez d'un arbitre, mais il peut ne pas voir. Mais si c'est une faute évidente qui ne souffre d'aucune contestation, n'importe quel arbitre sur le terrain peut siffler. C'est pour sauver la rencontre. Parce que si tu ne siffles pas cette action évidente qui se déroule là, si tu ne siffles pas, mais ça peut être l'action du match. Ça peut être cette action-là qui va faire dégénérer la rencontre. Alors, il est bon que ce soit sifflé parce qu'elle est évidente. Donc, on ne dit pas que parce que c'est moi qui suis chargé de siffler cela, c'est ma zone de responsabilité. Et comme je n'ai pas sifflé, alors les autres vont dire, bon, il n'a pas sifflé, ok. Mais si tu ne siffles pas, c'est vous tous qui serez en danger à la sortie de la rencontre. Et on sera dans l'image numéro 1, c'est-à-dire difficulté pour les arbitres de sortir. Il est bon que toutes les fautes, tous les contacts illégaux soient sifflés. Peu importe celui qui a sifflé. Il est bon. Mais si chacun joue son rôle dans sa zone, il est évident qu'on verra toutes les actions. Voilà, merci beaucoup. Thank you. I appreciate. Thank you, thank you. Thank you. Je vais ajuster juste une chose, ce qu'a dit M. Mathurin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le primary coverage et secondary coverage. Comme il l'a bien dit, c'est-à-dire que si un rate, le deuxième, il doit voir. À la rigueur, le troisième aussi doit voir. Donc, le positionnement est très important. C'est vrai, c'est le primary coverage, c'est plus essentiel. Mais attention, on peut apporter de l'aide à notre arbitre sur le terrain s'il a besoin de l'aide. D'abord, on doit couvrir notre responsabilité et on peut soutenir notre arbitre sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je vais voir. Alors, il y a M. Albouri Diop toujours qui dit comment faire pour devenir un bon arbitre qui est constant sur ses décisions à chaque rencontre. Donc, comment faire pour devenir un bon arbitre qui est constant sur ses décisions à chaque rencontre? Voilà, M. Mathieu. Ben, comment faire pour devenir un bon arbitre? Ben, c'est ce qu'on vient de dire là. Il faut avoir une bonne connaissance d'abord du règlement. Il faut bien connaître les règles du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit de décider de celui qui va être le vainqueur d'une rencontre. C'est vous qui êtes le juge. Et votre jugement ne doit pas être sujet à contestation. Lorsque vous jugez là, cette décision, elle est importante pour le résultat final. Donc, il faut avoir une bonne connaissance du règlement. Il faut vous-même jouer aussi. Il faut jouer. Pratiquer même le basket. De temps en temps, allez-y jouer. Et puis, mettez-vous en situation des joueurs pendant les matchs. Vous allez sentir le jeu. Vous allez savoir qu'il y a ceci que les joueurs aiment siffler, il y a ceci que les joueurs n'aiment pas siffler, etc. Et vous allez mieux sentir aussi. Il faut vous exercer. Vous exercer sur les techniques, la gestuelle. Travaillez votre gestuelle. Travaillez la mécanique. N'attendez pas d'aller vous exercer pendant les matchs. Il faut vous entraîner. Les joueurs s'entraînent avant d'aller au match. Mais l'arbitre aussi doit s'entraîner avant d'aller au match. Si ne vous entraînez pas, ben vous allez aller sur le match sans entraînement. Vous ne serez pas performant. La performance, ça s'entretient par des exercices. Le physique, le mental, la gestuelle, l'appréciation, la philosophie d'arbitrage, la psychologie d'arbitrage. Mais tout ça, ça se travaille. Mais c'est par l'exercice. C'est en travaillant tous ces aspects de différentes situations. Est-ce que vous êtes capable de gérer toutes les situations de jeu pendant la rencontre?
Il y a des situations de jeu que certains arbitres ne savent pas quoi décider. Ils sont obligés de faire appel à leurs collègues. Ça veut dire qu'il y a une insuffisance. Tu dois prendre conscience de cela. Après chaque match, il faut faire le feedback. Il faut revoir le match dans ta tête. Est-ce que j'ai été à la hauteur de la rencontre? Est-ce que j'ai été capable de gérer toutes les situations qui se sont présentées à moi? Est-ce que j'ai eu un bon jugement pendant la rencontre? Tu es le premier juge. Après le match, tu dois faire ce travail-là dans la tête. Tu dois revoir le match. Si c'était à reprendre, est-ce que tu aurais apprécié de la même manière toutes les situations que tu as appréciées pendant le match? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu prends des résolutions. La prochaine fois, il faut que je m'améliore à tel niveau. Il faut que je fasse des efforts en termes de positionnement. Il faut que je fasse des efforts en termes d'observation du chrono de jeu. Et étape par étape, on réussit à s'améliorer à tous les niveaux et on atteint un niveau d'évolution qui nous permet donc aux organisateurs de dire cet arbitre-là, il est arrivé à un bon niveau d'évolution. Mais c'est étape par étape. On travaille chaque secteur. Le jump ball, je l'ai dit tout à l'heure, le jump ball, ça se travaille. Je vais travailler le jump ball. Pour réussir le jump ball à chaque fois, cette fois-ci, je n'ai pas bien fait, je dois m'améliorer la prochaine fois. Donc, je retravaille ça. Mais ça s'entraîne. Il faut s'entraîner pour faire ça. Tu peux prendre un ballon, aller sur un terrain et puis t'exercer. Tu peux même, chez toi à la maison, tu peux t'exercer en faisant le jump ball. Est-ce que ça tombe correctement, etc., etc. Mais c'est étape par étape. Donc, c'est un travail. Un arbitre ne devient pas performant sur 2 ans ou sur 3 ans. Non. Si tu es bon, tu peux aller facilement. Mais on s'améliore au fil des matchs. Mais en tirant des enseignements, en faisant des enseignements, c'est-à-dire en se donnant des leçons soi-même d'abord. Et puis, en acceptant les critiques des autres. Ce que les autres viennent te dire après le match. Ah, tu as été bon ici, mais ici, là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu tiens compte de cela et puis tu t'améliores la prochaine fois. Merci beaucoup. Il y a avec nous Antonio. Merci, monsieur Mathieu. Antonio? Mon frère Antonio, merci beaucoup d'être là. Comment tu vas? Et à Luanda, comment ça se passe? Je vais bien, merci. Comment est-ce bandido? Très bien. C'est-à-dire, Mathurin, Yeah. à cause de notre collègue qui a parlé comment être bon arbitre, Oui. vous avez dit pour revoir sur la tête. Oui. Et s'il peut aussi revoir le match par un film, c'est mieux, avec des images. Avec des images, c'est ça? Oui, Ouais. ça sera mieux avec des images. Sur Ok. la tête et avec des images aussi. Ok. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Oui. Les jeunes, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Allez, n'hésitez pas, les jeunes. Il n'y a pas d'autres questions, sinon on termine. Ça fait plus d'1h30 qu'on est ensemble. Donc voilà, dans ce cas, on termine. Donc, monsieur Mathurin, vous êtes vraiment gentil d'avoir bien répondu. Il y a Diop qui a levé la main. Asfian. Oui. Donc, il y a une question de monsieur Diop. Monsieur Diop, bonsoir, monsieur Kamal. Bonsoir. Je voudrais simplement vous remercier vraiment de cet éclaircissement par rapport à votre exposé. Vraiment, je suis satisfait par rapport aux réponses. Parce que je suis un jeune arbitre, mais ça me permet d'apprendre. Donc, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses sur vous et sur ce que les arbitres font. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a un style de positionnement. C'est pour, lorsque je vois un arbitre, je devais copier. Est-ce que je vais copier sur son style d'arbitrage ou bien sur ce qu'il fait ou bien ce qu'il ne fait pas? C'est ça que je voulais savoir. C'est pourquoi j'ai posé la question à savoir le positionnement et tout ça. Mais merci quand même. Merci à vous, monsieur Diop, aussi. Merci de votre Il intervention. y a aussi Abdoulaye qui est avec nous. Kamagaté. Oui. Kamagaté. Oui, Kamagaté, comment tu vas? Abdoulaye. Oui, ça Salam va. alaikum. Wa alaikum salam. Tu es dans le noir là-bas, là?
Ouais, je suis dans une voiture là. Je vais quelque part là. Puis j'en ai de suivre en même temps. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci. Question Félicitations. de Monsieur Hadi Ben Ammar. Oui, je suis en train de garer au niveau de PTT. Je voulais saluer aussi mon aîné Boufnik, hein, Monsieur Boufnik. Je Oui, vous il est salue, là. ouais, pour votre présence. الهادي ماشي يسمعوك الهادي. On vous entend pas الهادي. On vous entend pas الهادي. الهادي Allô, allô, Oui الهادي دوك انا اسمعك. Oui. allô. Oui, on vous entend الهادي. Ah, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok, bonjour monsieur. Alors, je peux revenir sur la question de monsieur Mathurin, enfin, l'intervention de monsieur Mathurin sur la faute. Il dit l'arbitre, quand il y a une faute évidente, chaque arbitre peut siffler sur le terrain. Vous entendez là? Oui, On oui, vous oui. entend. Alors, On vous entend. ah, d'accord. Est-ce que l'arbitre qui siffle la faute ne risque pas de créer une polémique entre les arbitres parce qu'il y a intervention devant, il y a le public, le manager, les autres joueurs, enfin, toute la composante de la rencontre qui vont dire que cet arbitre qui est juste devant l'action n'a pas sifflé et l'autre de l'autre côté, il siffle et on risque de créer, je ne sais pas moi, enfin, on risque de créer une polémique ou bien on va discréditer l'arbitre qui est devant l'action. Voilà ma question. Ah, ok. D'accord, j'ai compris. Oui, c'est vrai que ce sont des situations qui mettent un peu en danger, disons, la gestion de la rencontre. Parce que, évidemment, quand on siffle à distance comme ça, l'entraîneur a dit, mais toi, tu es au loin là, celui qui est tout près n'a pas vu et c'est toi qui vois, tu siffles partout, toi. Mais non, ce n'est pas à l'entraîneur de dire ça. Est-ce que ce qui s'est passé là n'est pas une faute? Est-ce que la faute n'est pas évidente? Parce qu'il faut qu'on reste sur l'objectif. L'objectif, c'est de sanctionner tout ce qui est illégal. Alors, si on laisse passer ce qui est évident, alors il ne faudrait pas qu'on siffle ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que ce qui peut être à 50-50. Ce qui est à 100% faute, si vous avez raté cela et que vous sifflez ce qui est à 50 ou à 60%, ben, vous n'avez pas un bon niveau d'appréciation. Alors ici, là, on n'est pas dans une situation où on va dire qui est habilité à siffler. Non. Y a-t-il eu faute ou pas? La première question qu'on se pose, y a-t-il eu faute ou pas? S'il y a eu faute, est-ce que la faute a été sanctionnée? Oui. Par qui? Par l'arbitre qui était loin. Parce qu'il a vu. Parce que l'autre arbitre qui était tout près était dans un champ visuel qui ne lui permettait pas de voir. Mais comme ils sont trois, c'est pourquoi ils sont trois. Ils étaient même deux avant. Maintenant, on dit trois. C'est pour qu'ils puissent voir tous les contacts illégaux qui vont se dérouler sur le terrain. Tous les contacts. S'il y a un qui n'a pas vu, le deuxième peut voir, le troisième aussi doit pouvoir voir. Et s'il le voit, il doit pouvoir le siffler. Il ne faudrait pas qu'ils disent, ce n'est pas ma responsabilité, je laisse. Mais tu laisses, c'est vous tous qui allez sortir, qui allez être en difficulté à la fin de la rencontre. Il faut sauver la rencontre. Si tu es en âme et conscience, sûr que le contact il est évident, il faut siffler. Il ne faut pas laisser. Tu laisses passer, tu mets le match en danger. Parce que si tu laisses passer ça, et la prochaine action, on fait comment? Une prochaine action qui est moins évidente. Vous allez dire non, comme on a laissé passer l'autre, on va laisser passer ça. Donc, on va faire de la compensation. Mais ce n'est pas bon pour la rencontre. Il faut que vous soyez présents. C'est ça la présence. Merci beaucoup. Monsieur Boufnik. Merci, Sofiane. Bonsoir tout le monde. Mathurin, bonsoir. Bonsoir, mon doyen. C'est un plaisir de vous entendre. Je vous félicite pour votre intervention.
J'espère que les jeunes qui ont assisté vont bénéficier quand même de cette conférence et ça leur permettra d'apprendre beaucoup de choses puisque c'est bon pour leur cursus. Et on leur souhaite bon courage et bonne chance pour l'avenir. Et encore une fois, merci beaucoup, Mathurin. Merci beaucoup. Bonjour à doyen. tous nos amis de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon doyen. On est sur votre trace. Merci, M. Bouvnik. Merci, Kamal. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les jeunes? Sinon, on va clôturer. On va laisser notre ami Mathieu se reposer. Il a beaucoup travaillé pendant plus d'une heure. Donc voilà, encore une fois, monsieur Mathieu, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et j'espère que ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Il va y avoir encore d'autres interventions de votre part. On va vous inviter encore. Et ça nous fera plaisir aussi de vous revoir. Donc voilà, les jeunes. Je vous dis merci à tous. Je vous dis merci à tous les intervenants. Oui. Je voudrais dire vraiment merci à toi de m'avoir invité à ce moment de partage-là. Je voulais me dire merci aussi à mon ami Messaoudi. Saluer mon ami Messaoudi. On a fait beaucoup de campagnes ensemble. Donc, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais je le salue. Je salue Feti. Feti, je l'ai vu quelque part à la Feti. Je salue Gado. Je salue Riyad. Riyad qui est un Ivoirien. Mon ami Riyad, le photographe. Je salue le secrétaire général de la Fédération algérienne de basketball, le secrétaire général trésorier. Je salue tous les protocoles, les amis qui font le protocole à la Fédération algérienne. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Ça a été toujours un plaisir renouvelé quand j'arrive à Alger. Et c'est toujours un autre plaisir quand je suis avec vous. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à Sofiane, qui est un jeune très dynamique. C'est un très bon arbitre, Sofiane. Et je pense que toute l'Afrique compte aujourd'hui sur Sofiane. Il est suffisamment courageux parce que être un bon arbitre, c'est d'abord le courage. Et Sofiane est suffisamment courageux et je pense qu'il fait ses preuves en Algérie. Il est en train de faire ses preuves au niveau du continent. Il est déjà sorti du continent et nous espérons qu'avec lui, tous les autres jeunes Algériens vont pouvoir suivre et que le niveau de l'arbitrage algérien va être à un bon niveau. Déjà, c'est pas mal. Merci beaucoup. On compte sur toi, Kamal, pour le travail que tu fais. Merci et à bientôt. Merci, mon frère.